Dans le précédent épisode, les premiers finalistes ont franchi une étape décisive en présentant leur projet devant le jury. Dans 5 ans, nous sommes leaders en Afrique centrale dans la fourniture des solutions de papier 100% écologique. Comment ça va se faire en pratique? Nous venons à AFIM ici ouvrir le capital de l'entreprise à hauteur de 20%. Aujourd'hui, vous vous demandez de la dette ou essentiellement du capital? 3 entrepreneurs, 3 visions, 3 solutions portées par une même ambition, répondre aux défis de notre continent. Mais la compétition se poursuit. D'autres porteurs de projets s'apprêtent à défendre leurs idées avec la même détermination. Chaque pitch peut ouvrir la voie vers une nouvelle aventure entrepreneuriale. En Afrique, des milliers de jeunes terminent leurs études avec un diplôme en main, mais peinent encore à trouver leur place sur le marché de l'emploi. Pour Patrick Ngounou, ce décalage entre les compétences acquises et les besoins des entreprises n'est pas une fatalité. Mon astuce, est-ce que j'ai des astuces? On s'est préparé pendant 6 semaines et voilà, on va juste délivrer ce qu'on a préparé. Avec Studence, il accompagne une nouvelle génération de talents en les préparant aux réalités du monde professionnel et aux compétences recherchées par les employeurs. Une vision qui place le capital humain au cœur du développement économique. Aujourd'hui, cette vision va être confrontée au regard du jury. Le problème de chômage en Afrique est dû au manque de confiance, pas au manque de talent. Sur 12 millions de jeunes diplômés chaque année en Afrique subsaharienne, 82% sont au chômage. 82%. Pendant le même temps, les entreprises se plaignent de n'avoir pas accès aux talents jeunes. En réalité, elles n'arrivent pas à comprendre leur parcours qui est parfois flou. Elles ne peuvent pas vérifier leur diplôme. Et aussi, les CV déclaratifs que ces jeunes utilisent sont parfois faux. Et ça ne s'arrête pas là. Les États dépensent 95 milliards de dollars chaque année pour importer la main-d'œuvre étrangère, pour régler les problèmes locaux. Donc, il y a un problème. Pour régler ce type de problème dans la finance, dans le monde du business de manière générale, on fait appel à des tiers de confiance. C'est le cas de Moody's dans la finance ou encore de Veritas dans le shipping. Studence applique le même principe au talent. Studence est une infrastructure de confiance qui certifie la job readiness du talent avant emploi. Concrètement, nous structurons leur projet professionnel, nous structurons leur mentorat tout au long de la formation et nous certifions leurs compétences en bout de chaîne. Les entreprises, donc, pour notre business model, c'est assez simple. Les entreprises payent pour avoir accès à des talents certifiés, mais surtout pour réduire le risque de recrutement. Les universités, quant à elles, payent pour avoir accès à une banque de talents qu'ils vont recruter pour leur parcours universitaire. Et ça marche. À date, 250 jeunes ont testé la solution et nous ont donné 96% de retours positifs. Nous avons 4 ministères qui s'emploient en ce moment pour démocratiser l'accès à la plateforme sur l'étendue du territoire, 15 RH qui ont validé le modèle et 5 universités qui nous ont déjà signé des LOI. Je peux parler de problèmes. Depuis 20 ans, j'accompagne le talent sur le plan national et international. Avec mon équipe, nous avons rédigé 8 répertoires universitaires. Nous avons organisé plus de 60 salons d'orientation qui mettent en contact les élèves et les étudiants et les universités. Donc, nous avons la ressource pour régler ce problème. Nous levons aujourd'hui 1,5 million d'euros, à peu près 1 milliard, pour onboarder les 100 000 premiers étudiants qui vont tester notre modèle, les 100 premières entreprises, les 200 premières entreprises qui vont tester notre Student Connect et les 100 premières universités qui vont répondre. Donc, je souhaite savoir si vous voulez nous accompagner dans cette aventure pour mettre en place un standard de recrutement jeune en Afrique. Parce que l'idéal, ça commence au Cameroun, mais après on s'étend sur la côte d'Ivoire et l'Afrique francophone. Merci. Nous sommes dans une évolution du marché du travail et j'ai l'impression que vous vous basez sur les diplômes
alors qu'aujourd'hui, en fait, le recrutement également se base sur les compétences Tout à fait. de la personne. Oui. Donc, moi, je veux mieux comprendre, en fait, votre business model, parce que vous parlez de mentorat et de formation. Oui. Concrètement, c'est quoi? Est-ce que c'est un enfant de 18 ans qui a un bac qui vient vers vous? C'est un site web que vous avez, c'est une application parce que j'ai cherché et je n'ai pas vu. D'accord. OK. Et autre chose, vous dites que vous avez testé, vous avez des LOI, vous avez eu des intérêts pour votre plateforme. Oui. Mais concrètement, aujourd'hui, c'est combien de revenus que vous avez déjà générés? Et vous visez 200 entreprises au Cameroun. On parle de quelles entreprises qui vont pouvoir payer, je crois que c'est un abonnement de 1 000 € par mois, ou bien c'est par an? Par an, on paye par an. Par an, d'accord. Très bien. On fait une intégration verticale. C'est-à-dire qu'on prend le jeune lycéen, qu'on accompagne jusqu'à l'université et son entrée dans le monde du travail. Donc concrètement, ça se passe comment? Le jeune fait des tests d'orientation parce qu'au-delà de la compétence, il y a aussi le diplôme et on l'accompagne dans tout ce processus. Il fait un test d'orientation au début. Il définit déjà, on sait quels sont ses talents après le test de personnalité et autres, et puis il définit quel est son projet professionnel. C'est ça la clé, la base. Après son projet professionnel, on le mentore donc avec des mentors qui sont expérimentés, qui font déjà ce qu'il veut faire, en fait, qui vivent déjà son rêve. Donc régulièrement, il a des retours d'expérience de ses mentors. C'est qui structure en fait son rêve, c'est qui le fuel son rêve. Et à la fin, nous mettons aussi en compétition des tests en fonction de son domaine. C'est un jeune ingénieur, il y a des tests typiques case ingénieur et on fait faire des tests sur la plateforme, sur une application mobile, et à la fin, on structure. Tous ces points de data qu'il a obtenus durant son parcours, c'est ça qui nous donne un score de job readiness que nous présentons à l'entreprise. Et les entreprises aujourd'hui ne recrutent pas en fait avec le diplôme. C'est justement ça qu'on veut combattre. Elles recrutent les compétences, mais elles recrutent aussi la traçabilité du jeune. Elles recrutent le job readiness, ça veut dire que le jeune, qu'est-ce qu'il fait, son comportement, on trace le comportement, on observe le comportement tout au long de son parcours. Et puis, les prises d'initiative aussi sur la plateforme, on les observe et c'est ça qu'on présente à l'entreprise en bout de chaîne. L'entreprise, au lieu d'avoir un CV qui dit quelque chose, elle a un parcours depuis le début du lycée jusqu'à, peut-être s'il a fait un master, jusqu'au master. C'est ça qu'on vend à l'entreprise. Et maintenant, est-ce qu'on a déjà, on est pre-revenue, l'application is yet to come out. Donc on n'a pas encore, mais là, ce sont les lettres d'intention. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et les 200 entreprises, en fait... alors oui, ça, ce sont généralement... Bon, alors, ça, ce sont les PME, les grandes entreprises. Pourquoi? Parce que c'est elles qui, quand elles ont besoin de se déployer pour les nouveaux marchés, ainsi de suite, elles recrutent beaucoup. Généralement, quand on a fait l'étude, on a 30% de white collar et puis le reste, c'est des opérationnels. Donc, généralement, on veut prendre les jeunes pour faire ce genre de tâches. Mais on ne sait pas où les trouver. Et ça fait combien d'années que Students existe? Alors, Students existe depuis 2023. Students, le nom Students. Mais... c'est un concept que nous avons longtemps challengé parce que j'ai créé une association pour résoudre ce problème en tant que personne qui a été victime du problème d'orientation. Donc en 2006, j'ai créé une association et j'ai créé le premier répertoire universitaire du Cameroun. Il n'y en avait pas à l'époque, alors que quand je voulais aller à l'étranger, il y avait des répertoires sur la France et ainsi de suite. Du coup, c'est ça qui m'a... Et j'ai fait 3 universités entre la bonne. Donc je ne voulais plus que ce problème se présente. Du coup, on a fonctionné dans le monde associatif et donc aujourd'hui, il y a une opportunité business qu'on veut saisir. Voilà. Donc, moi, en tant que chef d'entreprise, là maintenant, si je veux recruter, c'est-à-dire investir dans un capital humain, je m'abonne à Students, je paye 1 000 $ par an. Par an. C'est par poste ou bien c'est pour... Alors, comment est-ce qu'on a eu à travailler avec les recruteurs pour fixer on a co-construit en fait la solution. On a évalué le nombre de jeunes que des entreprises d'une certaine classe recrutent par an. Et le coût d'un recrutement s'évalue à combien? On était à 300 à 500 000 par recrutement. Donc, quand on leur donne l'accès à la plateforme, on leur donne pour un nombre de jeunes qui est de combien? À l'année. Bon, pour les 1000, ce n'est pas 1 000 $, c'est 2 000 $. Oui, c'est 2 000 $. D'accord. Pour 15 à 20. Ça, c'est donc, jeune. Je paye 2 000 $. Oui. Je recrute la ressource parce que dans mon entreprise, il y a un temps de prévention qui est de 6 mois où je mets des cabinets de consultance pour accompagner la personne. Oui. Donc, vous me garantissez qu'en payant 2 000 $, le student va être ce que j'appelle fiscal ready. Oui, le jeune, comme on ne peut pas, parce qu'il y a 1000 domaines de compétences,
devenus dans le métier, on ne peut pas travailler exactement sur votre métier. Ce qu'on fait, c'est il y a des compétences transversales qu'un employé, dont un employé a besoin pour être ready. Est-ce que c'est quelqu'un d'intègre? C'est ça qu'on gère et ça aussi qu'on vous présente. Ah, ok. Maintenant. Donc, c'est ce que vous gérez. Donc, je le prends, vous réglez son intégrité, mais vous n'êtes pas ceux qui maîtrisent Excel. C'est un talent junior. Non, déjà pendant C'est un junior, il sort. Ok, c'est un junior. Oui, on se focus sur les juniors. Ok, donc Avant, je le prends à 2000. Pas un seul. Vous avez la possibilité de prendre 15 donc, à l'année. Je prends, disons, à moitié, à moitié. Je prends 7. D'accord. Je les recrute, ils sont juniors. Oui. J'ai payé 2000. Je les ai encore un peu formés. Oui. Donc ça me coûte un peu plus d'argent. Oui. Et 6 mois plus tard, avec l'expérience, avec les fiches de paye et l'attestation de travail, ils partent au Canada. Je fais comment? Bon, là, malheureusement, ça, c'est pas un risque que nous pouvons gérer. Ça, c'est un risque structurel qui nous... Non, là, c'est concret. Moi, chez moi, je comprends, tout le je départ. comprends parfaitement. Ils partent au Canada, il y a mille et une raisons, hélas. Mais ce que nous, on fait, c'est que il y a beaucoup qui veulent aussi rester. Et le taux de chômage est élevé parce que, justement, il y a beaucoup qui ont raté l'orientation au début et c'est à eux aussi qu'on veut donner la chance. Vous voyez? Ceux qui partent au Canada, vous n'arrivez pas à trouver d'autres parce que ceux qui devaient les remplacer sont en train de faire... Ils sont en train de partir. Ils sont en train de faire quelque chose d'autre. Et peut-être ils prennent la route du Maroc au lieu de Dernière prendre question, la route de l'avion. il y a combien de personnes dans votre équipe? Et le noyau dur, il y a 4 personnes. D'accord. Oui. Mais nous avons des éditions, donc on travaille avec d'autres. Ok. Mais c'est depuis 2023, mais vous avez un background. L'équipe, c'est depuis 2006 ou bien c'est vous depuis 2006? Non, je suis depuis pas la même équipe en fait. D'accord. Pas la même équipe. C'était juste pour clarifier, merci. Merci. 1 milliard. 1 milliard pour faire quoi? Sous quelle forme? Et tu commences par quoi demain? Ok. Alors, 1 milliard, c'est en 2 phases. La première phase, c'est à peu près 525 millions. Pour faire quoi? C'est déjà pour établir le standard, onboarder les premières entreprises, les premiers 100 000. On commence par d'abord les jeunes parce que c'est eux la base. Il y a un chicken and egg problem, donc les entreprises ne vont venir que lorsque les jeunes seront sur la plateforme. Du coup, on commence par les lycées, on onboard les 100 000 premiers jeunes qui vont utiliser la plateforme et ensuite, à partir du 18e mois, on active le Student Connect qui pourra permettre à monsieur de recruter. Alors donc là, c'est les premières entreprises, c'est les premiers jeunes, les premières entreprises, les premières universités. Donc avec 500 millions, tu envisages combien? Les 500 millions, déjà, c'est pour préparer tout ce parcours et préparer la Côte d'Ivoire en année 3. Ok. Donc, c'est pour un runway de 24 mois. Avec quel niveau de revenu? Alors, les premiers revenus, on est break-even à partir du 14e mois, à partir de 1200 étudiants qui sont recrutés et 5 salons d'orientation. Donc, les revenus à partir de cette deuxième année sont à peu près à 1 milliard 700 millions. Pourquoi est-ce que je vais investir dans une entreprise qui n'a même pas un seul franc CFA de revenus? Parce que c'est un projet assez dense. Comme je dis, on a intégré sur la verticale et on a déjà aujourd'hui des soutiens qui garantissent que le revenu sera là. Pourquoi? Notre moteur de revenus, le premier moteur avant d'activer le Student Connect qui est la plateforme de recrutement, notre premier moteur, c'est les commissions universitaires. Et c'est assez simple. Si vous avez un jeune aujourd'hui qui veut fréquenter dans une université, si vous pouvez garantir à une université que vous allez lui mettre à disposition 50 jeunes pour remplir leur effectif, ils vont payer. Donc nous, on a déjà négocié ça, on le fait depuis, ça c'est assez simple. Et c'est ça en fait les revenus. Maintenant, il faudrait orchestrer tout ça de manière à grande échelle. C'est pourquoi on est là devant vous aujourd'hui. Comment vous vous différenciez de ces structures de recrutement, mais de pré-accompagnement et de placement des employés? Oui, c'est un business model totalement différent. Ils recrutent. Le problème, et là, il y a un problème vous appelez souvent inadéquation formation-emploi au Cameroun, et c'est ça qui envoie tout le monde un peu dans les directions différentes. Les structures recrutement prennent le produit qui est déjà prêt, un peu les plateformes LinkedIn, ainsi de suite, mais nous, on accompagne le produit dans le choix. Et c'est ça qui fait toute la différence. Nous, on a déjà des data qui permettent aux entreprises de regarder, de choisir le bon. Vous voyez, c'est totalement différent qu'une entreprise qui prend ceux qui sont là, ceux qui sont disponibles. Nous, on va remplir l'assiette de ceux qui sont disponibles d'ici 3 à 5 ans. C'est ça la différence. Donc, on commence à la base. Quand eux, ils prennent des gars qui ont déjà les masters et les licences, c'est totalement différent. Ce n'est pas le même marché. Je sors de la salle de pitch.
Mes premières impressions, c'est j'ai fait de mon mieux. Voilà, j'ai eu de belles questions aussi du jury. Je comprends qu'ils ont compris la pertinence du projet. Donc voilà, j'attends de savoir. La motivation pour ce projet, c'était les soucis du quotidien, la difficulté avec laquelle on doit accéder à l'Internet. Et aujourd'hui, on a voulu proposer une solution qui va résoudre cela. J'ai un seul mot, transformation. Avec Connectic, Carole Konarski propose une solution qui facilite le partage de la connexion grâce à un réseau de hotspots publics et privés. Là, tu vas rentrer sur le plateau. Tu dois impacter. Est-ce que tu as un jury, un investisseur à qui tu as envie de toucher le cœur? Je dirais tout le monde. Pourquoi? Ma solution, c'est pour tout le monde. C'est la connectivité Internet. Aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien. Donc tout le monde est invité à la table. Une approche qui ambitionne de rapprocher davantage de personnes des opportunités offertes par le numérique. Après plusieurs semaines d'accélération, l'heure est venue de présenter cette vision devant le jury. Le paradoxe africain, c'est que l'Internet existe. Mais il reste inaccessible à ceux qui en ont le plus besoin. Ceci est l'histoire de Jean, jeune travailleur à distance, vivant à Douala. Il a les compétences, il a les clients, il a la motivation. Son travail dépend d'une chose simple, être connecté. Pourtant, chaque matin, Jean démarre sa journée en se posant une question qu'on ne devrait plus se poser en 2026. Est-ce que ma connexion va tenir aujourd'hui? Il recharge des forfaits mobiles Internet coûteux, il surveille chaque méga, et quand la connexion devient instable, son travail s'arrête. Ceci se traduit en quoi habituellement? Ça peut être un appel client coupé, un fichier non envoyé, et dans les pires des cas, une opportunité de perdu. Alors même qu'il existe dans son quartier des points Wi-Fi détenus par des hôtels, des restaurants, des cyber et même des business Wi-Fi zones qui proposent de l'accès à de l'Internet illimité à un coût abordable. Sauf que ces derniers restent très souvent sous-exploités, voire même invisibles. C'est la raison pour laquelle nous créons Connectic, une application mobile qui connecte les utilisateurs au point Wi-Fi, rigoureusement scruté par nos équipes afin d'assurer une qualité de réseau imparable à la communauté. Le cas de Jean n'est pas un cas isolé. En Afrique aujourd'hui, c'est 80% de sa population qui reste non connectée. Et dans un cas comme le nôtre, celui du Cameroun, d'après un rapport en 2024 sur la pénétration d'Internet, évalué en 2024 à 43,9%, soit 17 millions d'habitants toujours non connectés. Aujourd'hui, pour Connectic, c'est une mine d'or. Alors, comment est-ce qu'on peut capitaliser sur cette mine d'or? Notre modèle économique se repose sur un système de marketplace. Pour les clients qui veulent avoir accès à de l'Internet illimité, bien sûr, nous déduisons des frais de service de 5% à chaque recharge de leur portefeuille dans l'application mobile. Et pour les fournisseurs Wi-Fi, nos partenaires B2B, nous prélevons et nous partageons le revenu sur une commission de 10% à chaque transaction effectuée par un utilisateur qui veut accéder à leur réseau. Comment comptons-nous capter ce marché, cette mine d'or? Avec un modèle freemium. Alors, pour le fournisseur Wi-Fi, nous avons prévu des frais de commission évalués à 0% durant le premier mois, pour qu'ils puissent comprendre quelle est la plus-value de monétiser son point Wi-Fi sans toutefois avoir à investir parce qu'il a déjà l'infrastructure existante. Et pour le client, à la création de compte, c'est 0% de frais, 30 minutes de temps gratuit d'Internet illimité, bien sûr, sur le réseau de son choix. Ensuite d'avoir créé son compte, s'il devient un client récurrent, chaque mois, il a aussi droit à 30 minutes en cadeau de temps illimité d'Internet gratuit
sur le réseau de son choix. Et enfin, pour rendre encore le jeu plus amusant, pour chaque 5 de ses amis qu'il invite à utiliser la plateforme, on leur donne un cadeau de 30 minutes de temps gratuit sur la plateforme pour la référence. L'attraction de Connectic aujourd'hui, c'est quoi? C'est un voyage qui a commencé en Afrique de l'Ouest, où on a fait une visite technique et on a eu l'opportunité de pouvoir pitcher aussi le projet de ce côté. Et là-bas, nous avons eu l'opportunité de comprendre que la monétisation du Wi-Fi, c'est un système viable. Et couplé à cela, on a eu la chance d'obtenir 25 000 $ en crédit AWS afin de pouvoir bâtir l'infrastructure que Connectic se repose sur aujourd'hui. En dehors de ça, après notre retour, c'est un problème identifié au travers d'un questionnaire qui a été diffusé dans nos plateformes de réseaux sociaux et par nos amis, bien sûr. Et de là, le problème a été identifié. Et aujourd'hui, c'est une application en voie de déploiement. Bonsoir, je suis Carole Charles Konarski, promoteur de la startup Connectic et à la tête d'une équipe de 4 jeunes dynamiques. Et nous avons l'ambition de capter le marché africain de la télécommunication et du divertissement qui promet des chiffres en 2032 prometteurs, évalués à 132 milliards de dollars en 2032. Et pour que cela se fasse, aujourd'hui, nous venons lever 605 millions de francs CFA, afin de pouvoir capter le marché, afin de pouvoir obtenir les agréments, les patentes et les brevets. Et on reste aussi réaliste. On a un produit en voie de développement. Donc, pour commencer, on aimerait bien avoir dans nos poches, dans nos poches c'est trop dire, des ressources évaluées à 20 millions de francs CFA, afin de pouvoir déployer et valider le concept que nous avons monté aujourd'hui. Alors, ceci est une invitation à notre table, afin que vous, membres du jury, audience et les investisseurs ici présents aujourd'hui, investissez en Connectic afin de rendre cette solution, cette entreprise, une solution imparable de la connectivité Internet en Afrique. Merci. J'ai travaillé auparavant dans une e-commerce, une société de e-commerce au Cameroun. On avait également cette difficulté-là de faire comprendre aux gens que vous allez télécharger l'application et pouvoir l'utiliser. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir en fait inciter les gens à télécharger votre application et à l'utiliser? Autre question, c'est au niveau de la valo de l'entreprise. C'est quand même près de 10% de la valorisation de SEMC qui est cotée en bourse à la BVMAC. Okay. Qu'est-ce qui explique cette valeur de l'entreprise? C'est près de 1 milliard de francs CFA. 605 millions de francs. Ah, ok, ça a été revu alors. Désolé. Ok. Aujourd'hui, l'Internet est comme une ressource au niveau et à la qualité de l'eau et de l'électricité. On ne peut rien sans. Donc, nous partons sur une hypothèse que pour le besoin d'avoir accès à de l'Internet, les clients seront prêts à avoir une solution, une alternative à l'existant aujourd'hui. Sur 17 millions, sur une population de 30 millions de Camerounais, on a encore 17 millions de personnes qui sont non connectées, mais qu'est-ce qu'on fait des 13 millions d'autres qui sont connectés à Internet? Donc nous nous sentons capables de capter au moins, au minimum, 3 millions d'utilisateurs durant les 5 premières années d'exécution. Comment est-ce qu'on facilite la chose? Notre application mobile, elle est intuitive. C'est une map, système un peu Yango, si on peut mettre ça comme ça, qui permet de visualiser les différents points Wi-Fi aux alentours de soi, de choisir le réseau le plus proche et avec un paiement facile intégré via Mobile Money aujourd'hui, il a accès à de l'Internet. Donc, payer de l'Internet devient aussi facile qu'envoyer de l'argent. Il n'y a pas besoin d'abonnement, il n'y a pas de tracasserie. C'est pay as you go, one click, et vous êtes connecté. Donc, nous nous basons sur ces hypothèses-là, toujours à confirmer, bien sûr, pour pouvoir capter ce marché. C'est pas une espèce de 5G que vous voulez
Non. D'accord. Maintenant, en fait, vous allez consommer chez les gens qui sont abonnés. Vous allez leur permettre de réduire, de faire de l'argent en réduisant le coût de facture par la redistribution. Et après, vous allez redistribuer. Oui, exactement. OK. C'est du listing de leur point Wi-Fi. Oui, mais en fait, c'est sa redistribution. Est-ce que vous pensez que, l'ART va vous laisser faire ça? Alors, j'étais en appel avant-hier, si je me rappelle bien. C'était avec les gens de l'Antique. Pourquoi? Pour les certificats de conformité. Je prenais des informations. Et pour nous, à la fin de la journée, tant qu'une étude de dossier n'a pas été préalablement faite, on ne peut pas avoir la réponse à cette question. Je ne vais pas parler de l'Antique, je vais parler de l'ART. J'arrive, parce que pour arriver à l'ART, il faut être conforme au niveau de l'Antique. Okay. Donc, nous avons déjà prévu ces conversations-là. Donc, tout ce qu'il faut, c'est montrer une traction à ces personnes-là et montrer que le système est viable. Et si sur l'étude de dossier, ils acceptent de nous donner les certificats de conformité, on va opérer. Cas contraire, où l'aspect de revente de l'Internet est difficile pour nous, on a pensé au divertissement au travers de la régie publicitaire. Étant donné que si on arrive à capter ces infrastructures qu'on essaye de connecter aux utilisateurs, ça pourrait être un bon point pour eux afin de capter le marché aux alentours d'eux, qui est bien sûr nos clients B2C qui veulent avoir. Je peux répondre à ma question. Est-ce que vous pensez, c'est pas, on ne sait pas. Oui, je pense. Je pense. Vous savez combien Orange et MTN, sans faire de publicité, donnent à l'ART par an? Non, je n'ai pas une idée claire. D'accord. Pensez-y. Le problème que tu auras, ce que c'est un travail de fourmi si tu veux aller chercher chaque personne qui a un réseau Wi-Fi connecté. En revanche, si tu es capable d'aller voir des opérateurs et qui te listent tous leurs points Wi-Fi et qui t'ouvrent finalement les points, c'est-à-dire que comme tu disais tantôt, tu as un quartier comme Bona Moussa dit, tu vas voir Orange ou MTN et tu leur demandes le maillage fibre optique ou Wi-Fi dans ce quartier et qui te l'activent pour que tu n'aies plus finalement à faire cette connexion. Je pense que c'est peut-être l'approche qu'il faut que tu aies. Dans ton cas, la dimension partenaire d'un modèle économique prend tout son sens. Et si tu n'as pas des partenaires opérateurs agréés, tu vas pouvoir faire des cibles, tu vas pouvoir faire des cafés. C'est bien, mais il n'y en a pas. Les cafés ne vont pas paver, si tu veux, l'ensemble de la ville ou des villes que tu vas attaquer. Donc ma question, c'est où tu en es de la discussion opérateur? Au sens, est-ce que vous pouvez m'aider à ouvrir les réseaux que vous fermez pour accès personnel à ces personnes qui sont abonnées chez vous? En ce qui rapporte des échanges avec les partenaires, les probables partenaires, aujourd'hui, dans l'équipe, on a notre visa Camtel, par exemple, afin de pouvoir faciliter notre entrée sur le marché. Ce n'est pas encore en place, mais c'est envisagé. Ce n'est pas une solution dont on s'en écarte en fait. C'est vrai, on s'appuie beaucoup sur notre point B2B, aller vers des hôtels, des restaurants. C'est vrai, vous allez dire, c'est un travail de fourmi. On reconnaît cela. Donc pour nous, on envisage ces deux options. C'est soit aller vers des vendeurs, les ISPs, les Internet Service Providers, les fournisseurs Internet en français, pour faciliter le jeu, ou soit on valide le concept en allant directement vers les instituts pour ce travail de fourmi. Tout à fait. Alors, si tu choisis les opérateurs, fais attention, assure-toi qu'ils ne sont pas en train d'aller vers ce business model. Okay. Parce qu'en Europe, c'est que des opérateurs, qui eux-mêmes sont revenus voir leurs clients en disant « Est-ce que je peux prendre un peu de ton Wi-Fi pour donner à des gens qui passent ?» Voilà. Donc, effectivement, il faut t'assurer que tu ne vas pas entrer dans un modèle pendant 2 ans sur lequel Orange et MTN vont te dire « C'était gentil, mais on est en train de le déployer. » Je comprends, merci. Merci. Aujourd'hui, tu as Starlink et Amazon qui sont en train d'arriver. Donc, il y a beaucoup de gens l'utilisent déjà au Cameroun, malheureusement, même si c'est interdit. Mais le véritable problème, c'est que tu pourras convaincre ces individus de te partager la connexion. Mais dès que tu deviens distributeur, c'est là où tu vas faire face à l'ART qui va remettre... Le reste, moi, je crois que le reste est possible. Mais au niveau, dès que tu deviens distributeur... Oui. Il sera bien d'avoir une assise avec cette personne. Ouais. Mais le reste, pour moi, c'est... Parce qu'aujourd'hui,
Starlink et Amazon qui est en train d'arriver aussi. J'ai vu des antennes déjà. Ce sera une bonne idée. Okay. Un peu comme l'énergie, en fait. Tu peux produire pour toi, mais tu n'as pas le droit de distribuer. Tu n'as pas le droit de distribuer. Ok. Mais c'est ça, en fait, un entrepreneur. Il est là pour faire face aux problèmes. Merci. En café. Je prends en compte tout ce qui a été dit aujourd'hui. Merci. Et merci beaucoup, Charles Charles. Bonne formation. Voilà. On va retrouver dans une lac. Salut. Merci. Merci pour les inputs. Je suis dans les financiers, ceux qui ont l'argent. Merci pour les inputs. Elle est excellente. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Merci, madame. C'était bien ta diction. Merci. Je juge que ça s'est bien passé. J'ai pu communiquer exactement ce que Connectic est venu communiquer aujourd'hui. Et j'espère que les investisseurs, l'audience et particulièrement le jury aient capté l'intention, la vision que nous sommes venus partager. Chaque livre commence par une idée. Mais entre l'auteur et le lecteur, de nombreux obstacles peuvent freiner sa publication et sa diffusion. Avec Kitaboo, Léa Arsène-Chafak imagine une plateforme qui rapproche auteurs, éditeurs et lecteurs autour d'un même objectif, permettre aux œuvres de voir le jour grâce au soutien de leur future communauté de lecteurs. L'étape supérieure de Kitaboo qui se joue aujourd'hui. Une manière innovante de promouvoir la lecture, de valoriser les auteurs et d'encourager la création littéraire. Il est désormais temps de présenter cette solution au jury. Sur 100 000 manuscrits produits chaque jour en Afrique, seulement 20% parviennent à être édités. Afin de comprendre ces chiffres, je vais vous raconter l'histoire de Mariam. Mariam, c'est une jeune auteure sénégalaise que je suis. Lorsque je la découvre, elle vient de prendre la plus belle décision de sa vie, celle de publier son premier roman. Malheureusement, tout ne se passe pas comme elle l'avait prévu. À cause des budgets très limités, les maisons d'édition ne répondent pas. L'auto-édition, ce que lui conseille tout le monde, ça coûte beaucoup trop cher en Afrique. Et lorsqu'elle veut se tourner vers des solutions étrangères, il demande des pourcentages sur des droits d'auteur qui sont juste inacceptables. Alors j'ai décidé aujourd'hui que Mariam méritait mieux. Nous avons fondé une plateforme qui permet aux auteurs africains de présenter leurs projets de livres à une communauté de lecteurs potentiellement capables de financer leur idée. Alors, notre intention, elle est bien claire. Nous voulons réduire le risque financier pour l'auteur, faire passer les lecteurs africains à l'étape d'acteurs de la chaîne du livre et enfin, transformer les manuscrits que nous connaissons aujourd'hui en des projets économiquement viables. Alors, notre modèle économique chez Kitaboo repose sur des commissions que nous prélevons sur toutes les campagnes de financement que nous menons, des abonnements qui sont prévus pour nos auteurs et des services à la carte que nous distribuons de façon complémentaire. Kitaboo aujourd'hui, c'est 300 utilisateurs engagés dans une communauté, la communauté des Keybookers. C'est une plateforme en ligne, kitaboo.africa, qui a réussi aujourd'hui à constituer 30 projets prêts à être financés. Kitaboo, c'est aussi une équipe jeune, dynamique, et qui a l'audace nécessaire pour porter cette ambition. Une équipe pilotée par moi, Léa Arsène-Chafak, éditrice et entrepreneur culturel depuis bientôt 6 ans. Alors, afin de devenir le Amazon du livre en Afrique, nous portons un projet qui a besoin d'1,6 milliard de francs. Mais là, tout de suite, ce que nous vous demandons, c'est 80 millions de francs afin de mener sur 12 mois une phase pilote qui, à terme, va mener au financement d'un projet par mois durant ces 12 mois. Nous réussirons à faire des revenus de façon récurrente via nos services à la carte et nous réussirons à fidéliser 10 000 utilisateurs actifs sur Kitaboo. Alors, dites-vous que dans 10 ans, il sera possible pour un auteur africain, où qu'il soit, de publier son livre et de bénéficier de droits plus justes. Dites-vous que dans 10 ans, un lecteur africain pourra avoir accès à un contenu de qualité sans avoir à le commander depuis l'étranger. Dites-vous aussi et surtout que la culture africaine pourra enfin circuler de la même façon que mes idées convergent en ce moment jusqu'à vous. C'est un futur qui n'est plus dans les rêves, il est déjà en marche et aujourd'hui je vous donne le choix.
observer cette transformation ou alors en devenir des bâtisseurs? Merci. Moi, j'adore. Je suis une grande lectrice. Je pense que je suis à 2 livres par mois. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je cherche du contenu africain et il y en a très peu. Je crois qu'une fois l'an, on a l'Institut français qui permet de découvrir des... Effectivement, c'est là en fait qu'on a l'occasion de découvrir des auteurs africains. Sinon, on ne les voit pas du tout. Mais par contre, en fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est que tu as ri quand tu as dit 1 milliard. Alors que si tu vaux 1 milliard, tu vas être content de le dire, mais pas en riant. On a l'impression que tu doutes un peu de toi. Tu ne dois pas douter de toi. Si tu vaux 1 milliard, tu dis 1 milliard, sans rire, en étant certaine de toi. Donc, ma question, ça va être sur les revenus récurrents, parce que tu as un business model avec 2 sources de revenus, les abonnements des auteurs. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'un auteur devrait s'abonner et pas le lecteur. Donc, et le lecteur, lui, paye la prévente. Oui. Comment est-ce que tu arrives à avoir un revenu récurrent chaque mois? Les abonnements pour les auteurs, c'est une fois l'an. Et le modèle, c'est 25 000 francs. 25 000 francs, oui. D'accord. Et c'est une fois l'an. Et on a un modèle freemium qui dit que tant qu'un auteur n'a pas encore levé de l'argent sur Kitaboo, il est exempté des frais d'abonnement. Donc, à côté de ça, nous avons des services complémentaires que nous distribuons. Certains auteurs ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin des services plus spécifiques, des services premium, des corrections, de l'illustration, de la traduction parfois. Ce sont des services que nous offrons en parallèle afin de maintenir la courbe active, même lorsque un projet n'est pas financé. Et maintenant, le revenu principal, c'est donc les commissions que nous prélevons des campagnes de financement. Et là, c'est combien? C'est 22%. Donc, un auteur arrive chez vous, il s'abonne à 25 000 francs pour proposer un livre à une communauté de lecteurs. Exact. Et si les lecteurs aiment, chaque lecteur achète le livre et vous prenez 22%, c'est ça? Nous prélevons 22% sur le budget total que nous avons pu lever. Ok, c'est un peu... Et aujourd'hui, il y a à peu près combien de lecteurs dans la communauté? Nous avons 300 utilisateurs actifs en tout. Les lecteurs, bon, je peux dire que tout le monde est un peu lecteur, mais ceux qui ont un profil uniquement, spécifiquement lecteur, 210 par là. D'accord. Et il y a combien de livres qui ont été prévendus? Non, pas encore de prévente. Donc, pas de revenus pour le moment, vous avez généré? Non, essentiellement via les services opérationnels, les services à la carte dont je parlais. Votre première année d'existence, c'est 2025. Oui. Vous n'avez pas généré de revenus. Recherche et développement, essentiellement. Vous avez dit 25 000 pour les abonnements. Et un livre coûtant, et vous prenez 22%. Oui, sur la campagne. Donc, si vous vendez un livre, vous prenez 22% d'un livre. C'est sur le budget total qu'on prélève des pourcentages, pas sur le livre. Le livre, lui, il est acheté en pré-vente. Et là, vous avez 300 utilisateurs, mais qui n'ont encore rien acheté vu qu'il n'y a pas encore de... Non. Il y a 30 projets finançables, mais les campagnes n'ont pas encore été lancées. C'est pour ça qu'on a besoin de financement. Et c'est 80 millions d'euros. Pardon? Vous avez dit 80 millions, oui, pour la phase pilote. Pour 30 projets? Oui, pour financer les 30 projets. Mais il y a d'autres systèmes de communauté de lecteurs. Je crois que Wattpad ou bien Uscript. D'ailleurs, c'est de là qu'est sortie la série Divergente. En fait, ce sont des gens qui forcément ne sont pas des auteurs, mais ils vont sur cette plateforme-là, ils commencent à écrire comme ça. Tu écris 3-4 pages, les gens aiment, ils te demandent d'écrire encore plus. Pourquoi est-ce que des gens vont rester sur ta plateforme alors qu'il y a des plateformes internationales qui peuvent leur permettre de faire la même chose? Alors, ce qui est intéressant avec Kitaboo, c'est que pendant que les autres essayent de vendre des livres, nous, on veut construire un écosystème, en fait. Donc, on ne va pas aller dans la promotion du livre au cas par cas. On va essayer de construire un écosystème dans lequel tous les acteurs de la chaîne du livre peuvent cohabiter et monétiser le livre, en fait. Merci pour la présentation. Kitaboo, c'est la première question. C'est assez atypique. Est-ce qu'il y a une signification particulière derrière ce nom? Oui. J'aimerais bien savoir ce que c'est.
quelle est la signification. Deuxièmement, lorsque je suis auteur, je paye 25 000. Si à la fin d'année, vous n'avez pas vendu mon livre, vous m'avez arnaqué. C'est pourquoi je dis que le modèle que nous avons mis en place n'exige des frais d'abonnement que lorsqu'un auteur a pu lever de l'argent sur Kitabo. En d'autres termes, si je suis auteur, je viens sur votre plateforme, Tout est gratuit. je m'inscris d'abord gratuitement. Si vous parvenez à prévendre mon livre, vous allez d'abord couper 25 000. Non, vous démarrez une campagne de financement totalement gratuitement. D'accord. Voilà, et donc lorsque le budget est levé, vous recevez d'abord vos droits. Maintenant, si vous voulez démarrer une deuxième campagne de financement sur Kitabo, là, on va vous exiger des Ok, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que première campagne gratuite offerte par Kitabo, et c'est la deuxième campagne sur le deuxième livre, entre guillemets, où vous payez 25 000. Oui. D'accord. Deuxième autre réaction, en tant que lecteur, moi je trouve que le résumé, a priori, du livre est intéressant. Je paye pour l'avoir. Plus tard, je l'ai. Mais en même temps, lorsque j'ai payé, j'ai permis à Kitabo de gagner de l'argent. J'ai permis au lecteur, à l'auteur de faire son business. Moi, je gagne que quelques écritures. Pourquoi est-ce que je ne gagnerais que des écritures et que de la lecture et pas plus d'argent? Alors, si vous gagnerez de l'argent, plus tard... En tant que lecteur? Oui, bien sûr. Nous ouvrirons une marketplace. Et sur cette marketplace-là, il sera question de faire vivre le livre. Et à ce moment, ce seront les lecteurs qui seront mis en avant. Parce qu'on va faire avec le livre numérique, a priori, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le livre physique, c'est-à-dire du prêt numérique, de la lecture en taux forfaitaire, et tout ce que vous pouvez imaginer qui peut rémunérer donc à ce moment-là le propriétaire du livre, qui n'est plus forcément l'auteur, puisque vous l'avez aussi. Très bien. Et Kitabo? Oui. Kitabo nous vient de l'Afrique de l'Ouest, c'est en Swahili. Et dépendamment des traductions, ça veut dire livre, carnet ouvert, dans ce sens-là. Vous avez l'Afrique de l'Est? Afrique de l'Est. De l'Ouest. Ah, de Afrique de l'Est. Swahili. J'ai l'impression que ton modèle d'affaires, il faut encore le peaufiner. Il y a Ok. plusieurs façons de présenter en fait l'offre de valeur, à la fois pour le lecteur et même pour l'auteur également, qui sont beaucoup plus attrayants que ça. Donc moi, j'ai l'impression que je ne peux pas mettre ton projet à côté. Moi, je pense qu'on va commencer à se pencher dessus. Il y a beaucoup d'opportunités dans ce que tu proposes là. Merci. Véritablement. Il nous a empêchés de parler, c'est fini. Il nous a muselés. Il est déjà parti. Mais dis-nous quand même, Léa, moi j'avais une petite question. Oui. Les campagnes, parce que moi je comprends que tu cherches 80 millions en niveau zéro prime là, pour faire des campagnes. Tu mets quoi dans les campagnes? C'est juste pour bien comprendre. Et après, je me disais, en écoutant la question d'Adeline, moi j'ai mon mari qui est un fan de manga. Il démarre toujours par la lecture. Il lit les mangas gratuits. Et après, il y a des modèles où tu peux acheter. Est-ce que éventuellement c'est quelque chose que tu as exploré? Est-ce que ce serait pertinent? Alors, la première question, c'est... Oh, c'est à propos des campagnes. Alors, Qu'est-ce que vous faites? les 80 millions, c'est pour tenir 4 promesses. Déjà, fédérer une communauté beaucoup plus large. Parce que qui dit plus de lecteurs, dit bien sûr plus de possibilités de financer des livres. Donc, on veut élargir notre communauté. On veut pouvoir optimiser la plateforme qui est en ligne aujourd'hui avec des dashboards spécifiques pour tous nos profils, ce qui n'est pas encore à point. On veut aussi pouvoir avoir des revenus de façon récurrente avec nos offres que nous avons déjà formalisées. Donc, il faut faire une sorte de marketing ou de stratégie commerciale derrière. Donc, ce qui va demander, bien sûr, de renforcer l'équipe. Et c'est donc pour atteindre tous ces objectifs-là que nous levons 80 millions. D'accord. Et le modèle de lecture en premium C'est prévu dans une phase à venir. Comme j'ai dit, lorsque la marketplace sera mise sur pied, c'est là vraiment que le marché du livre va se jouer. C'est vrai que j'ai beaucoup paniqué au début, mais je crois que dans l'ensemble, j'ai pu leur faire comprendre ce que j'avais comme vision. Et c'est le plus important. 3 nouveaux entrepreneurs viennent de défendre leur projet avec passion et conviction. 3 parcours singuliers.
3 réponses différentes aux enjeux du développement économique, de l'inclusion numérique et de l'accès au savoir. Mais la finale n'a pas encore livré tous ses visages. Pour le prochain épisode, les derniers finalistes entreront à leur tour dans l'arène. Ce sera l'ultime étape avant les délibérations du jury, les derniers pitchs, les dernières émotions. Nous connaissons tous le principe fondamental qui veut que ton aliment soit ton premier médicament. You say you are looking for 1.3 billion. 1.3 billion, Okay. yes, CFA. I didn't understand what is the product. Et bientôt, le verdict de cette première édition d'AFIM Afrique Impact Entrepreneur.